Bonsoir à tous, bienvenue pour cette deuxième présentation. Donc ici, on va parler dans la thématique de la virtualisation, on va parler de VDI et je vais essayer de vous présenter une approche moderne sur le VDI. Donc quelques mots sur moi. Donc j'ai étudié ici à l'école d'ingénieur, j'ai fait mon bachelor puis mon master. J'ai travaillé ensuite 5 ans dans le domaine du système embarqué avec C++ et Linux. Et ensuite j'ai un peu changé de direction et ça fait 3 ans que je travaille dans une entreprise où je fais du data processing avec des technologies Kafka, Scala, Golang et encore plein d'autres. Si vous voulez plus de détails ou des noms, vous pouvez trouver ça sur mon profil LinkedIn ou sur GitHub. Et puis, dans le cadre de cette entreprise, en fait, je suis un utilisateur de VDI jour après jour. Pour la présentation, donc on va commencer par une petite définition de VDI, un petit historique. On va parler un peu de l'architecture, à quoi ça ressemble, quels bénéfices on peut en tirer, mais aussi les inconvénients ou à quoi on doit faire attention. On va parler des solutions disponibles, et puis à la fin, on va essayer de terminer avec une petite démo, si tout fonctionne. Voilà, si on parle de VDI, peut-être le terme peut paraître abstrait, mais par levée de main, qui sait ce que c'est VDI? Juste pour se faire une idée. Voilà, qui est un utilisateur de VDI? Ok, un peu moins, parfait. On va pouvoir parler du sujet. Donc VDI, en fait, c'est un acronyme qui veut dire Virtual Desktop Infrastructure. Donc si on devait essayer de le résumer en une phrase, donc c'est un ensemble de technologies qui permet de mettre à disposition et d'utiliser ou d'accéder à des desktops virtuels en fait, qui tournent dans le cloud ou dans un data center. Si on essaye de transformer cette phrase dans une image, parce que ça parle toujours mieux, ça ressemble plutôt à ça. Donc en haut, on a un serveur sur lequel on a des machines virtuelles qui ont nos environnements bureaux, donc même avec une interface graphique. On a Internet autour, et puis tout en bas, on a les utilisateurs qui sont là et qui s'y connectent, soit avec leur ordinateur, soit avec une tablette ou avec même un téléphone. Donc c'est vraiment très flexible sur le device qu'on va utiliser. VDI, en fait, c'est quelque chose qui est déjà assez vieux, on va dire. Enfin, en 2006, on avait déjà VMware qui a créé en fait une alliance avec plusieurs autres entreprises, autres grandes entreprises, il y en a une vingtaine. Donc ils ont pris des gens qui venaient du network, ils ont pris des entreprises qui étaient dans le hardware, dans le software, et ils les ont mis tout ensemble pour essayer de promouvoir cette idée de VDI, déjà il y a 20 ans. Et puis, ben voilà, actuellement, en fait, on voit un peu une évolution de ce concept de VDI dû à plusieurs facteurs. Le premier, ben, c'est voilà, Internet, la vitesse de nos connexions à la maison et un peu partout s'est grandement améliorée, niveau bande passante et niveau latence. Le stockage, on a maintenant accès à des disques SSD très rapides. À l'époque, quand on imaginait plusieurs environnements sur les disques durs mécaniques habituels, c'est là qu'on avait un grand bottleneck de performance. Bien sûr, les technologies cloud qui ont ouvert plein de nouvelles possibilités. Et puis, forcément, ici, un petit virus qui n'est pas un virus d'ordinateur, mais un virus humain, donc, qui a aussi participé en fait, à la popularité. Donc, si on regarde, ça c'est le Google Trend pour le mot virtual desktop. Donc, on a un énorme spike ici qui est vers mars 2020. Je pense que vous connaissez tous cette date. Donc, vraiment, depuis l'épisode Covid, on a un intérêt grandissant pour ces technologies, qui est logique. Voilà, si on met ce VDI dans une architecture complète, donc on retrouve nos virtual desktops avec des serveurs physiques sur lesquels on ajoute une couche de virtualisation qui va nous permettre de servir ces environnements. Donc on voit, on a un petit Linux, on a un petit Windows, on peut vraiment faire ce qu'on veut. De l'autre côté, ici, on a nos utilisateurs, on les retrouve. Alors cette fois, il y en a un qui est dans un coffee shop, puis il y en a un qui travaille depuis chez lui, l'autre qui est depuis le bureau, chacun depuis son périphérique. L'idée, c'est qu'ils se connectent avec une connexion sécurisée VPN sur le réseau interne qui est défini par ce petit nuage ici, donc soit le réseau d'entreprise, soit un réseau de cloud. Et puis ici, on a nos services internes, donc une base de données ou vos file serveurs ou peu importe, qui sont vraiment compartimentés à l'intérieur. Donc pour accéder à ces services, en fait, on a premièrement besoin du device, de la connexion sécurisée. Ensuite, on va se connecter sur le desktop et après, uniquement, on va pouvoir accéder au service. Donc, il n'y a aucune connexion directe qui se passe depuis les utilisateurs jusqu'au serveur. Donc, on a vraiment cette isolation qui est là.
Si on parle un petit peu des avantages du VDI, donc vraiment on peut accéder depuis n'importe où, depuis n'importe quel périphérique. Quand on parle de travail à la maison ou de travail flexible ou hybride, je pense que c'est une solution qui s'inscrit bien dans l'actualité. On a un concept de sécurité et d'isolation, donc au niveau réseau on a vu, mais sécurité également parce que voilà, tout ce qui est code source, tout ce qui est documents confidentiels, on les a plus sur le laptop. Donc si on perd le laptop, finalement, c'est moins grave. Tout est vraiment resté sur le VDI dans le data center, dans lequel on a un contrôle physique et un contrôle aussi logique niveau réseau. Pour le management, ça simplifie aussi grandement les opérations. Si on doit faire des patching, des mises à jour de ces machines, elles sont là, elles sont dans le data center, on y a accès, contrairement au laptop qui est éteint ou qui n'a pas fait la mise à jour, qu'il faut aller regarder, les gens qui travaillent à la maison. Donc je pense que ça simplifie grandement le management as well, également. Et puis, et puis voilà, si c'est fait correctement, je pense qu'on a des développeurs qui sont plus heureux. Donc on a la possibilité d'améliorer l'expérience des développeurs. Premièrement, on parle de matériel serveur. Donc on donne accès aux développeurs à des machines qui sont rapides, donc sur lesquelles ils peuvent faire leur compilation beaucoup plus rapidement. On peut leur donner plus de flexibilité. Un développeur, il aime bien avoir son sudo ou son admin access. Donc on n'aime pas le donner sur le laptop de l'entreprise, mais par contre, sur cet environnement qui est isolé, ça devient plus facile de le faire. Et puis également, on peut fournir aux développeurs qui a l'habitude de tout casser une façon très simple de reconstruire son environnement de développement très rapide. Les inconvénients, j'aimerais commencer par celui-ci. Il est très bien mis dans cette animation, c'est la latence. Donc je pense qu'on voit ce qui se passe, mais je pense pour le succès d'une implémentation VDI, il faut qu'il y ait une latence qui soit acceptable. Je pense que dès qu'on est en dessus d'une centaine de millisecondes de latence, on le sent sur l'interface graphique et ça devient très pénible. On a d'autres inconvénients, c'est au niveau du réseau. Il faut avoir quand même une infrastructure qui tient la route, du côté client et du côté serveur. Si vous imaginez, je ne sais pas, votre entreprise, tout d'un coup, 50 personnes commencent à se connecter à distance, à avoir finalement les desktops qui sont streamés, il faut quand même une connexion qui suive. Un autre inconvénient qui peut être, c'est que voilà, si votre infrastructure VDI, elle tombe, l'idée du laptop, c'est qu'on ne peut plus rien faire avec, donc ça veut dire que plus personne ne peut travailler. Donc à faire attention. Pour maintenir cette infrastructure, on a besoin de personnel, donc soit on engage des personnes, soit on fait des formations à notre département IT interne, mais il faut bien imaginer que l'IT admin, qui a l'habitude des machines Windows, par exemple, va avoir beaucoup de peine à se mettre dans cet environnement. Et puis voilà, on parlait avant de développement embarqué, où on doit avoir accès au hardware, à des périphériques série USB, ça devient un peu plus compliqué. Il y a des possibilités de transférer depuis le laptop jusque sur le VDI, mais ça devient un petit peu plus complexe. Donc le coût, il était ni dans les inconvénients, ni dans les avantages. C'est parce que c'est un petit peu mitigé. Si on lit les publicités des solutions commerciales, c'est clair qu'ils vont nous dire qu'on va pouvoir diminuer nos coûts. Mais est-ce que c'est réellement vrai? Donc oui, on n'a plus besoin d'un laptop super puissant ou d'avoir une workstation dédiée. Donc on peut économiser sur ceci. On peut optimiser l'utilisation du hardware en ayant ces serveurs qui sont partagés par plusieurs personnes. Par contre, voilà, on doit investir dans l'infrastructure ou alors avoir des coûts mensuels si on part dans le cloud. On a cette formation ou cet engagement de personnes qui sont capables de maintenir l'infrastructure. Et puis si on veut un minimum de support pour avoir de l'aide en cas de problème, voilà, on doit payer des licences et des frais de support. Voilà, donc on a dit VDI, c'est assez vieux, mais qu'est-ce qui est en fait nouveau actuellement par rapport à ce qu'il y avait avant? Donc voilà, VDI, ça suit la trend actuelle, donc qui est de faire tout as a service. Donc on a commencé avec infrastructure as a service, on a eu les plateformes as a service, le software as a service, et maintenant on commence à voir des desktop as a service, où vraiment on aura dans le cloud la possibilité d'avoir accès à une machine. Un des exemples qui a été lancé l'année passée, c'est Windows 365, où là vraiment on peut avoir accès à une machine Windows qui est fournie par Microsoft. Donc, malheureusement, ce n'est pas disponible pour les clients privés, uniquement pour les business, mais on a vraiment une machine qui est gérée complètement pour nous et on a juste à s'y connecter, soit par un browser, soit par un client remote desktop standard.
Windows. Il y a d'autres offres qui sont assez intéressantes aussi qui commencent à arriver. Là, ça s'appelle Shadow. C'est en fait une plateforme qui fournit du gaming à distance. Donc ils ont en fait des serveurs de gaming qui tournent dans leur data center. Et puis on loue ce serveur et puis par un client optimisé qu'ils ont, on peut s'y connecter et on peut jouer en fait depuis n'importe quel périphérique, même peut-être une tablette qui n'est pas performante. Ça permet de faire du gaming dessus. Donc plein de possibilités qui sont là. Si on récapitule un petit peu des options de VDI qu'on a à disposition, donc on a toujours cette question par rapport au hardware et au software. Est-ce qu'on veut le manager nous-mêmes ou est-ce qu'on veut le louer? Donc là, on a la solution habituelle on-premise où on a le matériel dans notre data center, on gère le logiciel. Après, on peut faire une étape supplémentaire, aller dans le cloud, où là, on va louer une machine virtuelle. En fait, on va louer le matériel. Par contre, on sera toujours responsable d'installer notre VDI et ce qui tourne dessus. Ou alors, on a cette nouvelle offre de desktop as a service, où là, vraiment, on commande juste un environnement virtuel et on le reçoit fourni, installé pour nous et même mis à jour également pour nous. Donc pour toutes surtout le on-premise et puis le cloud, il y a beaucoup d'options qui sont disponibles, certaines commerciales, certaines open source et ou gratuites. Et puis je pense que maintenant on va pouvoir passer à une petite démo. Donc on va essayer de se créer un VDI version cloud. Voilà, pour ce faire, on va utiliser différentes technologies. Donc premièrement, on va utiliser Terraform, qui nous permet de définir ou d'écrire notre infrastructure en tant que code. Ensuite, on va utiliser OpenStack, qui sera notre fournisseur de machines virtuelles, qui est l'environnement en fait, qui virtualise tout le hardware par derrière. Notre ami VS Code, qui je pense tous les développeurs l'aiment ou l'adorent, qui permet de faire du remote development. On verra, en fait, ça permet d'avoir VS Code qui tourne sur sa machine, et puis on peut se connecter à distance sur son VDI, donc on n'a plus les problèmes de latence. Et puis pour ceux qui veulent quand même avoir accès à un GUI, finalement, pouvoir lancer un navigateur ou quelque chose comme ça, on a une solution parmi d'autres qui s'appelle NoMachine, qui est assez performante pour ce genre de choses. Voilà, donc Terraform, pour ceux qui connaissent éventuellement pas, c'est assez intéressant de regarder. Donc on définit vraiment qu'est-ce qu'on veut. On veut une machine virtuelle avec tant de CPU, tant de disques. On le décrit ça dans du code. Ensuite, on lance une petite commande, apply. Et puis Terraform, par derrière, lui, il a ce qu'il appelle des providers, qui lui permet en fait de parler avec peu importe quelle solution de cloud vous utilisez, que ce soit AWS, Kubernetes, OpenStack, il y en a vraiment énormément de providers. Et puis ceci va permettre à Terraform de parler avec eux et de leur demander de créer pour nous une machine virtuelle, de créer du stockage, du disque et de mettre en place le réseau. Voilà, donc maintenant on va essayer de faire fonctionner cette petite démo. Donc pour ce faire, on a besoin de quelqu'un qui nous fournit une plateforme cloud. Et puis là, j'ai juste choisi comme ça Infomaniac, qui en fait a lancé son public cloud. Et puis une des raisons pour lesquelles j'ai choisi, c'est que vous pouvez aller tester avec eux. Et puis vous avez un crédit de 300 francs la première fois que vous vous inscrivez. Donc ça permet de faire pas mal d'expérimentation. Donc une fois que vous vous inscrivez dessus, vous allez arriver dans le panneau d'administration de votre public cloud. Ici, j'ai créé un projet de test pour notre petite démonstration. Et quand on clique dessus, on arrive sur l'interface de management où on peut se connecter. Donc, pour ceux qui connaissent OpenStack, ça c'est vraiment l'interface de base de OpenStack où on voit toutes les ressources qu'on utilise. Pour l'instant, c'est vide, je n'ai aucune machine créée. Et puis, vu qu'on va utiliser Terraform, on n'aura rien vraiment besoin de faire depuis l'interface web. La seule chose qu'on cherche ou qu'on a besoin, c'est le RC file,
qui en fait contient toutes les informations de connexion que Terraform aura besoin pour se connecter à votre projet chez Infomaniac. Voilà, une fois qu'on a ce fichier, vous aurez accès à cette démonstration et tous les fichiers sources, ils sont sur mon GitHub, je vous enverrai le lien après. Une fois que vous avez ça, vous pouvez aller dans le dossier de démo et il y a juste un petit script qui permet de se connecter. Voilà, donc là, je suis normalement connecté avec mon projet cloud de Infomaniac. Et puis juste pour tester, on peut faire une commande OpenStack qui est juste de lister les images disponibles. Donc là, en fait, vous voyez tout ce que Infomaniac fournit comme système d'exploitation à disposition. Donc ils ont tout un tas d'images que vous avez à choix. Je pense que chacun y trouvera sa distribution préférée pour commencer. Voilà, une fois qu'on s'est assuré que la connexion fonctionne, on peut aller dans la petite partie Terraform. On va juste la lancer pour l'instant, comme ça aura le temps de faire. Donc, quand on est dans Terraform, première étape, c'est toujours d'initialiser notre projet. Et puis ensuite, on a la très simple commande apply, je vais me faire plus grand, qui permet en fait d'appliquer notre infrastructure et puis de la publier sur le cloud. Il demande toujours de confirmer. Et puis là, ça tourne. On va regarder en détail un peu ce qui se passe, mais on voit qu'il est en train de créer une keeper, donc ça c'est ma clé SSH pour que je puisse me connecter aux machines. Il est en train de créer des groupes de sécurité, ça c'est pour ouvrir les accès réseau à votre machine dans le cloud. Il faut savoir que par défaut, tout est bloqué, tout est fermé, et vous devez spécifier vraiment ce que vous voulez ouvrir. Et puis voilà, il a déjà terminé, mais il a créé une compute instance qui est en fait la machine virtuelle en elle-même. Et puis mon petit code Terraform en fait vous donne l'adresse IP publique directement de la machine pour savoir où y accéder. Voilà, donc là il s'est passé plein de choses pendant qu'on a lancé ces commandes et qu'on regardait. Donc on a lancé ce Terraform Apply. Terraform, lui, est allé parler à OpenStack, l'instance de Infomaniac, pour lui demander de créer des machines virtuelles, une machine virtuelle, en lui allouant du CPU, de la mémoire, de l'espace de stockage et en créant le réseau. Donc on a notre machine virtuelle et pendant qu'on parle, maintenant, il y a quelque chose d'autre qui est en train de s'effectuer sur la machine, c'est le Cloud Init, qui est en fait ce qui permet d'initialiser la machine. Quand vous allez utiliser l'image d'Infomaniac, elle sera vide, il n'y aura rien du tout dedans. Et avec Cloud Init, vous allez pouvoir définir ce que vous voulez installer dessus. Voilà, donc je vous propose d'aller naviguer un petit peu dans le code Terraform. Donc, ici, c'est le dossier de démonstration que vous avez aussi sur le GitHub. Il y a toujours un fichier main.tf qui est vraiment le contenu principal de Terraform. Donc, on a plusieurs sections dedans. La première, c'est justement ce provider. Donc, on va lui dire quel provider on utilise. Dans notre cas, c'est OpenStack. On doit le configurer, ce provider. Donc, on lui donne quelques informations sur où le trouver, notre nom d'utilisateur et mot de passe. Ici, j'ai ma clé publique que j'ai publiée dans mon environnement pour pouvoir me connecter à la machine. Les security groups, donc pour ouvrir les accès réseau à la machine. Donc, on a un premier qui permet de se connecter en SSH à la machine. Un deuxième ici qui est juste pour ouvrir un petit web server, qu'on puisse se connecter à distance et voir que tout fonctionne bien. Et puis après, il y a quelques ports qui sont nécessaires pour que nos machines puissent se connecter. On arrive ensuite à la partie User Data, qui est vraiment la partie Cloud Init, donc où toute l'initialisation va se passer. On va regarder après exactement ce qu'il contient. Et puis la dernière section, c'est vraiment la Compute Instance, qui est notre machine virtuelle, où on lui donne un petit nom, on définit l'image qu'on veut utiliser. Le flavor, c'est quel type de machine, combien de CPU, quelle RAM. Donc ça, c'est fourni par Infomaniac. Il y a toute une liste de machines à disposition que vous allez payer plus cher si vous voulez plus de ressources, forcément. Ensuite, on lui dit, ben voilà, de lier ma clé publique, de lier les security groups,
le user data, on lui demande d'appliquer ce Cloud Init. On doit choisir un réseau. Dans notre cas, on veut une IP publique pour pouvoir accéder à notre machine, donc on choisit le réseau externe. Cette partie-là, c'est juste pour que Terraform ait les dépendances dans un ordre correct, pour qu'il puisse construire ça de façon correcte. Et puis ici, c'est où j'expose ensuite, en dernier, l'adresse IP publique pour qu'on puisse la retrouver. Et la partie Cloud Init, c'est là un peu où toute la magie se passe, parce qu'une instance vide par défaut, ça ne sert pas à grand-chose, et puis on veut surtout éviter de devoir chaque fois manuellement soit exécuter un script, soit réinstaller tous nos outils de développement. Donc avec ce Cloud Init, on peut aussi, de façon très simple, dans un fichier YAML, décrire voilà, qu'est-ce que j'aimerais dans ma machine. Donc on spécifie premièrement une liste de packages qu'on aimerait qu'il installe. J'ai pris quelques outils, notamment Firefox, parce qu'on aimerait un navigateur, et puis on aimerait quand même une interface graphique. On peut créer les utilisateurs directement. Donc là, j'ai juste un VDI user que j'ai créé avec les informations. Et puis, on a toujours des choses qu'on aimerait exécuter aussi, donc on peut vraiment lancer des commandes aussi, lui demander de lancer des commandes. Donc la machine, quand elle va démarrer la première fois, elle va exécuter toutes ces commandes aussi. Donc très simple, j'installe Docker, parce que c'est très souvent ce qu'on utilise. Ensuite, on va chercher Golang, on l'installe également. La partie nos machines, qu'on installe aussi. Et puis je clone juste un petit repository de test. Et on peut définir un message terminal qui va dire, voilà, qui sera affiché dans les logs quand la machine sera prête. Et du coup, notre machine, on va aller la voir si elle est là. Donc ça, c'est juste un petit alias que j'ai pour configurer la nouvelle adresse IP pour qu'on puisse s'y connecter. Voilà, donc la machine elle est là, puis pour prouver que je ne suis pas en train de vous mentir, puis que je l'ai vraiment construite maintenant, on peut regarder, voilà, elle tourne depuis 5 minutes. Et puis, on va voir si elle est prête. Je crois que c'était ça le message. Voilà, donc on a tous les logs de Cloud Init pour voir ce qui s'est passé, et puis si tout va bien, on peut voir que la machine a été mise en place en un peu plus de 200 secondes. Donc elle est ici. Ça voudrait dire que maintenant, si on récupère juste son adresse IP, en allant dans nos machines, je vais mettre à jour l'adresse IP, je devrais pouvoir m'y connecter. Normalement, il doit redimensionner automatiquement. Disparu. Voilà, donc ça c'est ma machine que j'ai dans le cloud de Infomaniac. Et puis, je vous ai montré avant, on a installé un navigateur, on peut aller dessus. Alors actuellement, j'y suis connecté en passant par la 4G parce que le réseau d'ici ne fonctionnait pas très bien, donc il y a peut-être une latence supplémentaire, mais on peut quand même voir que c'est encore assez réactif. Et si vraiment on veut tester la chose, on peut aller dans YouTube, avoir la surprise de qu'est-ce qui nous sera proposé. Bien sûr, il faut accepter les cookies. OK. Et puis on peut essayer de juste démarrer une vidéo qui commence par de la pub. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a même le son en fait qui est transféré sur mon ordinateur. Donc c'est vraiment comme si on avait accès à un PC à distance, et puis si on saute la pub. Donc on voit que ça reste encore assez fluide pour être un bureau à distance, avec une solution qui est gratuite. Voilà, pour la dernière partie, en tant que développeur, voilà, on aime bien les interfaces graphiques, mais on aime aussi VS Code. Et puis VS Code a des extensions très intéressantes de remote. Donc si vous installez le pack de Remote Development, en fait, vous allez avoir un nouvel onglet ici qui s'appelle Remote Explorer et sur lequel
vos cibles SSH, en fait, ce que vous avez dans SSH config, va s'afficher ici et vous pouvez cliquer pour vous y connecter. Donc la première fois, il doit installer quelques composants. Mais une fois qu'on est connecté, donc ici j'ai à nouveau mon VDI que j'ai mis en place il y a un petit moment, il y a 8 minutes maintenant. Et puis j'ai juste ce petit code qui est un serveur Go. Donc si on l'exécute ici, il devrait se lancer. Voilà, il est démarré. Et puis juste pour le test, j'ai toujours l'adresse IP. Donc c'était le port 8080 que j'ai ouvert dans les security groups, si vous vous souvenez. Voilà, on voit notre Hello Fribourg qui est en fait le code ici. Donc là, on a vraiment VS Code qui tourne en local sur notre machine et toutes les opérations qui sont faites seront faites sur notre environnement à distance. Donc c'est vraiment très pratique pour développer. Donc je suis aussi convaincu par VS Code. Voilà, c'était la fin de la démonstration. Vous trouverez tous les slides, le code sur ce repository GitHub. Il est à disposition. Et puis je réponds volontiers à vos questions.